Bonsoir à tous. Je suis ravie de démarrer ce premier webinaire avec vous concernant la formation de chromobiologie. Je vois qu'il y a déjà du monde de connecté. Bonsoir. Je vois Véronique, Suzelle, Catherine qui nous disent bonsoir. Jean, donc bonsoir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine Guillet. Je suis chromothérapeute formée par Dominique. Je suis celle qui répond à vos questions via les messages de la formation et qui m'assure que votre apprentissage se passe le mieux du monde. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est également de répondre à vos questions grâce aux questions que vous m'avez envoyées par avance, que j'ai pu compiler, et grâce ensuite au chat qui est ouvert là, de cette conférence qui nous permettra de répondre au mieux aux questions que vous vous posez en live. Dominique, est-ce que tu veux nous donner un petit mot avant de démarrer? Mais oui, je suis très très content de vous retrouver tous. Je vous dis bien le bonsoir. En fait, en mettant en ligne cette vidéo formation, on y mettait tout notre cœur et toute notre expérience, en sachant que ça serait pas forcément facile pour tout le monde de rentrer dans l'apprentissage. Et donc ces webinaires sont là pour qu'on réponde à vos questions et pour qu'on vous facilite la tâche. Et les retours que vous nous avez déjà faits nous ont réjoui le cœur parce que on sent que ça résonne chez beaucoup d'entre vous, tous les discours qu'on a pu prononcer. Et donc, je me réjouis là d'aller encore plus loin avec vous dans ce contact direct. Karine, tu peux lancer un petit peu les questions si tu veux. Donc, je te propose de répondre aux premières questions que j'ai organisées par thème. Et puis ensuite, nous tâchons de répondre aux questions du chat, comme je l'ai annoncé en intro. Donc, les premières questions concernent l'aspect pratique de la formation. Donc ça, je vais pouvoir y répondre directement parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. La première étant, où se trouvent les bonus? Donc, certains d'entre vous ont eu du mal à les trouver. En fait, il y a une section dans le menu de la formation qui s'appelle « Vos bonus ». Et dans cette section, vous retrouverez tous les bonus additionnels à la formation, comme par exemple les films de Jean-Yves Billien, notre talentueux producteur qui nous a fait ces magnifiques vidéos. Et vous trouverez également tous les documents que nous avons mis à votre disposition pour faciliter votre apprentissage. La deuxième question concerne le logiciel, le Chromolab. Donc, c'est un logiciel très performant qui a une visée pédagogique pour faciliter votre apprentissage et pour vous aider aussi à l'analyse de votre aspect de votre potentiel psycho-émotionnel du moment quand vous faites le test. Mais c'est un logiciel qui n'a été développé que sur PC. Donc ça, c'est un choix qui a été fait parce que le PC est l'ordinateur le plus répandu. Donc beaucoup nous ont demandé pourquoi est-ce que ça n'est pas disponible sur Mac. Donc c'est un choix financier qui a été fait pour l'instant. Il n'a pas été possible de le développer pour Mac. Par contre, nous savons qu'il est possible de faire tourner du Windows sur du Mac. Là, je vous laisserai creuser un peu, mais sachez que ça existe. Il y a des outils comme, par exemple, VirtualBox qui permettent de faire tourner ce qu'on appelle les machines virtuelles. Donc, Windows sur un contexte Macintosh. Mais voilà, ça nécessite de creuser un peu. En tout cas, voilà, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais en tout cas, ça reste possible. Ensuite, nous avons une question plus pratique sur le contenu de la formation qui se résume comme suit. Je suis complètement perdue. Par où commencer? En termes de témoignage, Dominique complétera. Mais j'ai suivi moi-même donc le cursus en présentiel qui n'est pas le même que celui de la vidéoformation, mais qui a la même logique. Et ce que je vous invite tout simplement, c'est à suivre les modules dans l'ordre. Ils ont été pensés de manière didactique et pédagogique. Et si vous les suivez un à un, il y a une logique. La logique étant d'abord de vous faire ressentir les couleurs, parce qu'on les pense. On ne les pense pas en premier, on les ressent avant de les penser. Ensuite, de vous amener à comprendre avec de la théorie quelle est la démarche, puis ensuite à vous faire découvrir ce qu'on appelle le ressenti, à le développer, à ressentir les enveloppes énergétiques. Donc, il y a une vraie philosophie dans la
façon dont les modules s'articulent. Et le plus simple qu'on puisse vous inviter à faire, c'est de visionner chaque vidéo l'une après l'autre et de prendre le temps de faire une pause entre chaque pour intégrer l'apprentissage et surtout réaliser les exercices qui vous sont proposés. Dominique, si tu veux compléter. Vous aurez à disposition un livret sur la plateforme sur laquelle tout est mis dans l'ordre. Et si vous suivez cet ordre-là, vous allez avancer pas à pas, vous serez beaucoup moins perdu. C'est vrai qu'on a fait l'effort de faire quelque chose de très pédagogique. Prenez votre temps. Le livret, voilà le livret dont vous allez disposer. Vous avez dedans tout le déroulé de la formation avec l'essentiel. Donc là, vous vous y retrouverez plus facilement. Karine, Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, ce livret, il n'est pas directement accessible, mais je vais m'y atteler. Je vais le rajouter dans la formation pour être sûr que tout le monde l'ait à sa disposition. Ce qui permettra d'avoir le résumé de chaque vidéo de manière beaucoup plus simple à retrouver. Ouais. Question suivante qui concerne les différences entre... Sinon, quand même, je reviens sur l'histoire d'être un petit peu perdu. Oui. L'essentiel sur cette formation, c'est que vous arriviez déjà à percevoir les enveloppes énergétiques, à avoir des notions de base importantes qui ne sont pas très compliquées sur la symbolique des couleurs, puisqu'elles sont liées à la structure vibratoire du corps, et puis que vous sachiez commencer à faire des équilibrages avec les outils que vous avez sous la main, c'est-à-dire des filtres de couleurs ou des modulors. Après, quand vous aurez avancé un petit peu, on pourra vous mettre à disposition d'autres outils, mais ça, c'est déjà l'essentiel, ce qui vous prépare après, pour ceux qui veulent aller plus loin, à venir éventuellement nous rejoindre en présentiel. Vas-y, Karine, je t'ai interrompu. Mais... avant d'enchaîner sur la question suivante, je vois des remarques dans le chat. Daniel nous demande où est le livret. Donc, en fait, c'est le PDF qui présente l'ensemble des modules. Donc, ça, ce que je disais, c'est que je vais le rajouter dans les accès de la formation, sans doute dans la section vos bonus. Et je vous enverrai le lien. Par contre, je vois surtout quelqu'un qui nous dit que le son est faible. Donc, est-ce que vous pourriez me confirmer que vous nous entendez bien ou parce que nous avons monté le son là? Quand je parle, moi, vous m'entendez correctement? Eh bien, c'est ce que je demande à nos... Oui, justement. Est-ce que vous entendez quand je parle correctement? Qu'est-ce qu'ils répondent? J'attends de voir si... Ça va? Je ne vois pas encore de réponse sur le chat. Ça a l'air d'aller. Bon. C'est pas homogène, ça. Mais ton micro plus fort à tout hasard. On continue. Alors voilà, bon, c'était juste pour m'en assurer parce que j'ai vu des messages sur le chat et je voulais m'assurer que les auditeurs nous entendaient bien. Donc, question suivante qui concerne les peintres. En fait, il y a des gens qui ont des activités de peinture et du coup, ils ont un petit peu du mal à faire la part des choses entre le cercle chromatique lumière et le cercle chromatique matière, puisque alors certains me disent, moi quand je mélange du vert et du rouge, j'obtiens du brun. D'autres me disent, j'ai appris que la couleur complémentaire du bleu n'est pas le jaune, mais l'orange. Donc voilà, c'est un peu déstabilisant. Dominique, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? C'est tout à fait une question essentielle puisque c'est faire la différence entre les couleurs lumière et les couleurs matière. Ça va être important pour la symbolique, puisque la symbolique des couleurs lumière est universelle et celle des couleurs matière est culturelle. Donc, je reprends sur l'hexagramme. Vous avez un triangle qui montre les trois couleurs fondamentales lumière. C'est le rouge, le vert et le bleu foncé. Ces trois couleurs fondamentales, si on les associe, on obtient toutes les couleurs que l'on veut en projection à la télévision, au cinéma. Mais si vous êtes peintre ou si vous faites des impressions avec les imprimantes, les trois couleurs fondamentales, c'est le cyan, le magenta et le jaune. Donc, si vous faites en peinture du cyan et du magenta, vous avez du bleu foncé, du magenta et du jaune, vous avez du rouge, du cyan et du jaune, vous avez du vert. Maintenant, la personne qui a associé du rouge et du vert en peinture, le rouge,
c'est les deux couleurs fondamentales matière, magenta plus jaune en quantité égale. Le vert, c'est le cyan et le jaune en quantité égale. Ça veut dire que si elle a mis en peinture du rouge et du vert, c'est comme si elle avait mis 2 fois du jaune, 1 fois du magenta, 1 fois du cyan. Et donc, elle se rapproche du gris, mais comme c'est décalé, c'est plus du gris, c'est du marron. Voilà. Parce qu'elle n'a pas utilisé les couleurs fondamentales matière. Alors, il y a une confusion qui est faite par rapport à l'hexagramme présenté par Goethe, qui est l'un des pères qui a beaucoup travaillé sur la couleur, parce que Goethe, il présente le magenta comme un rouge. Effectivement, l'aspect du magenta est un côté rouge. Il présente le orange à la place du rouge, de notre rouge à nous, mais vous vous apercevez que notre rouge est très proche du orange. Il présente le bleu foncé comme un violet, mais le bleu de la couleur fondamentale lumière est très proche du violet. Quant au bleu cyan, qu'il appelle bleu lui, nous on l'appelle cyan, c'est un bleu ciel. Mais globalement, Goethe a eu ce génie de repérer lui-même, sans avoir des longueurs d'onde mesurées, les 3 couleurs fondamentales lumière et les 3 couleurs fondamentales matière. Ce sont les mêmes, c'est simplement une question de nomenclature. Est-ce que ça vous paraît plus clair ? Est-ce que quelqu'un a besoin de précision sur ce sujet, qui est tout à fait important, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses après. Oui, ce qu'on peut peut-être compléter également, Dominique, c'est que il y a une différence également entre la théorie et la pratique. Et donc, quand on apprend les mélanges de matières avec les couleurs fondamentales, on a l'aspect théorique. Et puis, avec les pigments d'aujourd'hui, la peinture d'aujourd'hui, ça donne pas toujours le même rendu que ce qu'il y a sur les cercles chromatiques. Bien sûr, c'est l'idéal qui est présenté sur les dessins, alors qu'en fait, les teintures proposées par les fabricants ne sont pas forcément rigoureusement ces longueurs d'onde-là. Et ça balaye aussi une bande de fréquence plus large que juste une fréquence. Les questions suivantes concernent le mixage phosphénique. Donc déjà, en termes de vocabulaire, certaines personnes n'étaient pas sûres de ce qu'était une lampe à incandescence, tout simplement. Et puis, beaucoup nous ont demandé quelle lampe utiliser pour le mixage phosphénique. Donc, est-ce que tu peux nous en redire 2 mots, s'il te plaît? Alors, les lampes à incandescence sont des lampes qui chauffent. Leur caractéristique, c'est qu'elles chauffent. Elles sont... tous les anciens modèles, c'était des lampes à incandescence. Aujourd'hui, l'essentiel de celles qu'on trouve, c'est les halogènes qui chauffent, qui sont aussi à incandescence, mais qui sont assez violentes. Donc, si on veut utiliser une lampe halogène, il va falloir mettre un transparent devant, un calque un peu transparent pour atténuer cette lumière-là. Sinon, on trouve encore sur Internet des lampes à incandescence, c'est-à-dire des lampes qui ont un filament qui chauffe. Toutes les lampes à économie-énergie ont un côté toxique, c'est-à-dire qu'elles ont une raie dominante dans les bleus qui va agresser l'œil et qui va agresser le système hormonal. Ça, je l'explique dans la formation. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Quant aux LED, on est en train de faire des progrès dans les bandes passantes des LED. Il faut éviter les LED qui sont faites juste avec du jaune et du bleu, ce qui donne du blanc. Mais maintenant, on commence à avoir des LED qui donnent une bande passante plus large. Et certaines Maglite, on arrive à faire du mixage photonique avec. On a expérimenté avec Olivier. Ça fonctionne assez bien. Mais là, il ne faudrait pas en abuser si on n'est pas sûr de la qualité de la lumière. Alors, le mixage photonique, c'est simplement donner au cerveau une énergie lumineuse pour faciliter un programme qu'on lui donne. Donc, on va mélanger une pensée, un projet, quelque chose qu'on veut réaliser, un apprentissage, avec la lumière. Est-ce qu'il y a des questions qui demandent d'autres précisions que ça sur le mixage phosphonique? Principalement, c'était vraiment le choix de l'ampoule. Tu peux peut-être préciser que tu utilises une ampoule à 75 ou 100 watts éventuellement. Au final, on peut bricoler sa propre lampe à mixage phosphénique. Tout à fait. On peut mettre une lampe sur un pied avec sans abat-jour, avec un interrupteur, et on peut fonctionner comme ça. Faut pas se compliquer trop la vie non plus. Hein. D'ailleurs, les lampes du site du mixage phosphonique de Lefébure, c'est des lampes à LED. Donc, on ne connaît pas la qualité de ces LED.
Donc, vous pouvez vous débrouiller de votre côté assez simplement. Alors, Olivier me fait remarquer qu'il faut que je prenne du temps pour attendre les réponses parce qu'il y a un certain décalage entre ce que je vous dis et ce que vous recevez. Oui, moi j'en profite pour répondre aux messages sur le chat. Les gens cherchent le premier webinaire. En fait, le premier webinaire, c'est ce soir. Il y en a un qui était programmé en fin mai, mais on a dû l'annuler. On n'était pas prêts. Le premier webinaire pour les gens qui ont fait la formation, qui ont pris la formation, parce qu'il y a eu un webinaire avant la formation. Exactement. Il y a eu un webinaire avant la formation pour répondre aux clients, aux questions des gens, qui s'interrogeaient sur le contenu de la formation. Mais le premier webinaire réservé aux stagiaires pour répondre aux questions, c'est ce soir. Voilà, celui d'il y a 3 semaines. Malheureusement, nous sommes vraiment, je vous représente mes excuses, nous avons dû l'annuler. Mais du coup, c'est ce soir. Mais en même temps, c'était aussi pour vous permettre d'approfondir un petit peu et d'avoir des questions de plus en plus pertinentes. Hein. C'était pas non plus seulement parce qu'on était un petit peu surchargé, c'est aussi parce qu'il y avait une réflexion derrière de se dire le temps que vous rentriez dedans, que vous fassiez des expériences, il faut quand même un petit moment, quoi. On vous a donné beaucoup d'informations dans la formation. Donc Sandrine nous dit que les lampes à incandescence ne sont plus disponibles sauf en 100 watts. Et donc, elle demande si c'est pas trop fort. Il faut se mettre un peu plus loin, c'est tout. C'est pas très compliqué. Elle se met un petit peu plus loin et ça va. Moi, là, devant moi, j'ai une lampe à phosphène qui était celle qui existait avant les lampes à LED diffusées sur le site de Lefébure. Et elle est à 1,50 m, elle doit faire 100 watts et ça va. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Elle regarde un peu moins longtemps. Ce qui va permettre de voir si on est allé trop loin dans l'éblouissement, c'est qu'il apparaît des petites taches blanches dans l'œil. À ce moment-là, on se calme, quoi. On laisse l'œil se reposer un petit peu. Mais tant que vous ne voyez pas ces petites taches blanches apparaître, des petits points, comme des petites étoiles, tout va bien. Pensez à boire pas mal d'eau quand c'est comme ça. Quand vous faites beaucoup de phosphène. Pour réhydrater l'œil. Pour réhydrater. Et ces petites taches, elles sont pas. Les gens vont peut-être se demander si elles sont pas dangereuses. Les petites lampes? Les taches dont tu parles? Les taches, non, ça se récupère très bien. Vous avez la même expérience, les gens qui font du ski en plein soleil et qui ont oublié de mettre leurs lunettes, à un moment donné, ils vont avoir des taches. Alors, s'ils font pas attention, effectivement, ça peut aggraver, ça peut faire des perturbations. Mais si c'est juste des petites taches qui commencent, ça se remet bien. L'œil, ça endurcit même l'œil de faire ces mixages phosphoniques du moment qu'on respecte ça. Du coup, je reste sur le thème du mixage phosphénique. Cordy nous demande, je porte des lentilles, faut-il les enlever? Non, ça n'a pas d'importance. Ça n'est pas obligatoire, ça n'a pas d'importance. Même les lunettes, on peut le faire avec les lunettes. Alors, toujours dans la catégorie du mixage phosphénique, non plutôt alors, attendez, laissez-moi m'y retrouver. Oui, j'ai une question aujourd'hui sur les phosphènes, puisque on m'a dit, voilà, je regarde au travers d'un cellophane jaune et au lieu de voir la couleur complémentaire bleue, je vois du magenta. Alors que toutes les autres couleurs, je vois bien la couleur complémentaire. Ben, Karine, tu as une réponse à ça? Ah. Est-ce que tu peux me le montrer avec le compliqué à vous expliquer, mais pour être simple, donc elle a fixé du magenta et elle a vu du jaune. Non, elle a fixé du jaune et elle a vu du magenta. Alors que, logiquement, on devrait voir apparaître du bleu qui est sa couleur complémentaire. Voilà. Mais le magenta, si vous regardez bien, c'est fait avec du jaune et du magenta et du rouge. Pardon. Le rouge, c'est fait. Bon, je me mélange. Elle a regardé du jaune, elle a vu du magenta. Bon. Oui. Le jaune, c'est fait de cyan et de rouge. D'accord? De vert et de rouge. De vert et de rouge. Je ne vois pas très bien d'ici. Le jaune est fait de vert et de rouge. Explique, Karine, tu vas t'y sauver mieux que moi. Alors, montre-nous le saut de Salomon en même temps. Voilà, donc, il est à l'écran. En fait,
L'intérêt de regarder au travers d'une couleur est que normalement, quand on fixe après du blanc, on voit apparaître la couleur complémentaire. Pourquoi? Parce que tant que le corps a besoin de cette couleur, il s'en nourrit. Et quand il s'est assez nourri, pour faire une espèce de stop, une espèce de barrière, il génère la couleur complémentaire. C'est pour ça que quand on s'est assez nourri de jaune, par exemple, on voit apparaître du bleu. Le jaune est une addition de rouge et de vert. Donc théoriquement, le corps qui se nourrit de jaune se nourrit de rouge et de vert. Si le corps décide qu'il a suffisamment pris de vert, il va générer du magenta. Donc dans le cas de cette personne, si elle voit du magenta, ça veut dire que le corps a eu suffisamment de vert, mais pas assez de rouge. Donc il continue à se nourrir de la composante rouge, qui est la moitié qui est l'une des composantes du jaune. Donc c'est qu'elle avait besoin de rouge. Exactement. Voilà. Merci, l'explication me paraît très claire. Des fois, j'ai un peu de mal à l'expliquer ça, mais ça, c'est très bien fait. Bravo. Merci, Karine. Alors, on continue. Puisque tu nous montres le sceau de Salomon, il y a un atelier dans la formation où tu expliques que tu as fait des expériences avec ce sceau imprimé recto-verso. Et quelqu'un nous dit, si je l'imprime avec et que j'obtiens un petit décalage parce que les couleurs ne sont pas parfaitement alignées, est-ce que ça peut poser problème? Plus c'est précis, plus c'est efficace. On pourrait mesurer la différence si un jour elle acquiert un sceau de Salomon comme cela, en mesurant l'enveloppe du sceau, on verra la différence. Là, effectivement, si elle a que celui-là, elle ne verra pas. Mais il vaut mieux quelque chose qui n'est pas parfait que rien du tout. Donc, ce n'est pas si mal que ça déjà. Elle peut s'entraîner à sentir les vibrations avec sa main comme ça sur le seau. Alors, je regarde en même temps si je vois phosphénique. Oups. Alors, on nous demande si il faut répéter le mixage phosphénique un certain nombre de séances par jour. Est-ce qu'il y a une préconisation particulière? La règle de base, c'est de faire comme on sent, comme on a envie. En fait, il n'y a pas de limite. Plus vous le faites, plus vous allez nourrir votre cerveau de cette énergie-là. Déjà, si vous le faites 1 ou 2 fois par jour, c'est pas mal. Vous le faites avant de vous endormir, c'est encore mieux parce que comme ça va travailler pendant le sommeil. Et en plus, ça va vous réveiller un petit peu les rêves. Si vous n'en avez pas beaucoup, ça peut vous aider dans les rêves. Donc, je conseille assez vivement de faire le soir en révisant un petit peu ce qu'on a vu dans la journée. Mais sinon, après chaque lecture d'une vidéo, vous pouvez très bien faire ce mixage phosphonique et vous la repasser dans la tête, revoir dans la tête ce que vous avez appris sur cette vidéo. En fait, pour résumer, on pourrait dire qu'il n'y a pas tellement de préconisation, mais par contre, le mixage phosphénique est un outil puissant pour faciliter l'apprentissage. Voilà, exactement. Donc finalement, il n'y a pas de… Voilà, c'est pas… il n'y a pas de règle fondamentale. C'est vraiment une facilitation. C'est même pas obligatoire d'ailleurs, mais c'est un outil qu'on propose, qui utilise les couleurs et qui permet donc de faciliter les apprentissages. Et que vous pouvez utiliser pour les enfants à l'école, pour les étudiants qui passent leurs examens ou qui apprennent, pour préparer un entretien, pour préparer un projet. Vous pouvez utiliser dans les tas de domaines, pas seulement sur l'apprentissage de la couleur et des enveloppes. Alors, on a Karine qui nous dit, elle voit ton sceau de Salomon et elle nous dit, où puis-je trouver ces petits sceaux de Salomon? Là, vous commandez à la Chrysalide Institut, vous allez voir sur le site et vous avez un bon de commande avec tous ces outils-là. C'est sûr qu'on vous a mis en ligne des possibilités de vous débrouiller pour que vous puissiez éventuellement vous passer un petit peu de nous, mais il est certain qu'on a du matériel professionnel qui est bien fait, qui est… Là, aujourd'hui, on a des gens qui ont compris ça puis qui nous commandent différents produits. On a les planches que vous pouvez imprimer, ça, vous avez pu les voir. Et on a des jeux de filtres comme ça, des jeux de filtres en polycarbonate. On a des modulors comme ceci. Et puis après ça, vous avez du matériel encore plus… Là, pour le matériel plus sophistiqué, les lampes et tous ces systèmes qui sont plus techniques, vous contactez Arc-en-Ciel Innovation.
Olivier, il sera ravi de vous envoyer tout ce qu'il a mis au point. Et il y a des outils qui sont vraiment géniaux. Ce que j'utilise notamment dans la formation avec qui est cette lampe-là, là. Je sais pas si vous vous souvenez, il a mis au point des outils qui sont vraiment très, très intéressants. Commencez par faire avec ce que vous avez sous la main. Si vous voulez qu'on vous envoie un kit assez complet de l'essentiel du matériel, là, j'ai vu tout à l'heure, il y a une personne qui nous en a commandé un. C'est un budget un petit peu plus important, mais entre 50 et 100 euros, on vous donne un kit qui vous donne vraiment tout l'essentiel. Après, vous verrez. On a voulu simplifier les choses pour que ça vous coûte pas trop cher. Après, c'est une mise en route. Hein. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des personnes qui se sont cassées un petit peu la tête pour avoir du papier cellophane. Moi, j'avais livré ça dans la formation parce que j'avais trouvé ça très facilement sur Internet. J'avais payé ça 5 euros. Apparemment, ça a été plus difficile pour certains. J'avais payé 5 euros toutes les couleurs. Mais apparemment, les gens l'ont pas trouvé. Donc, je suis un petit peu désolé de vous avoir induit pour cela sur un chemin qui était peut-être un peu compliqué. Non, c'était pas compliqué. C'était pas spontané, mais pour ceux qui m'ont contacté, moi, j'ai pu leur fournir des liens. Donc, si d'autres ont ce besoin, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Voilà, c'est ça. Si vous avez l'impression qu'il y a des choses trop compliquées, vous nous faites signe. Vous appelez Karine. Voilà. Pour le côté très technique, matériel, vous appelez éventuellement Olivier. Et encore qu'il est débordé, surtout sur les questions du matériel. C'est lui qu'il faut contacter pour le matériel. Mais sinon, Karine, elle va répondre à toutes vos questions très facilement aussi. Parce que quand elle ne sait pas trop répondre, elle me demande. Donc, il n'y a pas de souci. Elle me gère ça très, très bien. Alors, je rebondis en fait entre ce que j'ai préparé et le chat. Donc, pour les cellophanes, David nous demande où les trouver. Donc, le mieux, David, c'est que vous m'envoyez un message et moi, j'ai déjà trouvé un lien sur Internet pour d'autres personnes. Donc, je saurai vous le transférer. Oui. Du coup, David en profite pour demander si le seau de Salomon peut être placé sous le lit pour faciliter le sommeil. C'est un harmonisant. Chez certaines personnes, ça améliore bien. Mais il faut voir aussi quelles sont les raisons pour lesquelles la personne ne dort pas bien. Hein, parce qu'il y a là, le saut de Salomon va créer une bulle d'harmonisation de l'énergie, mais ça ne va pas aller corriger les blocages psycho-émotionnels qu'il peut y avoir. Hein. C'est toute une démarche après. Il faut voir quelles sont les raisons du problème de sommeil, bien entendu. Hein. Mais bien ça crée en tout cas une harmonie, une bulle d'harmonie qui permet de limiter tout ce qui est effet secondaire, par exemple des champs électromagnétiques. Ou des sources, des courants d'eau sous les lits, des choses comme ça, quand on ne peut pas corriger. Alors, je reste sur le thème des phosphènes. Y a-t-il des contre-indications pour ceux qui ont soit eu une opération de la cataracte, soit des problèmes de glaucome? Moi, je ne vois pas de contre-indication. Si c'est fait raisonnablement, en respectant ce que je vous ai dit, ça renforce même l'œil, au contraire. Donc, pour moi, il n'y a pas de contre-indication. Il faut juste être raisonnable, quoi. Respecter les petites taches jaunes. Et sinon, ça renforce l'œil. Pensez à le faire avec le soleil couchant ou le soleil levant. Comme je vous ai montré sur la vidéo, le soleil est vraiment très intéressant aussi hein, pour faire ça. Mais ce n'est pas 30 secondes, hein, c'est quelques secondes. Alors, j'ai vu la question passer, je l'ai perdue. Bon, je suis navrée pour la personne qui a posé la question. Je l'ai vu passer, mais j'ai pas pris son prénom. Elle demande à quand un moyen de communication entre stagiaires pour justement répondre à ce type de questions. Parce qu'en fait, je vois que sur le chat de la formation, il y a des gens qui posent des questions. Attendez, excusez-moi, je ferme la fenêtre. Voilà, il y a moins d'avions. Donc, certaines personnes demandent où trouver le cellophane, où trouver ceci, cela, et puis d'autres ont déjà fait les recherches et ont donc des réponses. Donc, la personne a demandé à quand une solution pour se contacter entre nous. Sachez que j'y travaille. Je voudrais éviter de lancer quelque chose qui sera pas, avec une solution qui ne sera pas pérenne. Donc, je vais bientôt vous proposer un forum ou m'appuyer sur les réseaux sociaux. Enfin, on n'a pas encore défini la solution technique, mais en tout cas,
voilà, on y travaille. Je pense que je vous solliciterai bientôt pour ne serait-ce que connaître vos attentes et pour définir au mieux une solution qui satisfasse le plus grand nombre. D'autant que notre objectif, c'est de rassembler, c'est de mettre les gens en lien les uns avec les autres, puis de créer une sorte de communauté autour de la chromobiologie, de façon à répandre cette façon de travailler qui est à la fois simple et très, très, très pertinente et très efficace. Plus ça va se développer, plus la planète en profitera, j'ai envie de dire. Donc, notre objectif, c'est vraiment de mettre les gens en réseau, créer cette sorte de... Mais pour ça, on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc, techniquement, Karine, tu as raison, il faut vraiment qu'on se pose pour bien réfléchir à une solution pérenne. Alors, je regarde le chat en même temps et puis je vais revenir sur les questions que je vous ai préparées. Il y a Karine qui nous dit « Écarlate ou turquoise, travailler des problèmes de peau, laquelle choisir ?» Alors ça, je peux moi-même y répondre, hein, mais enfin, je voudrais faire un début de réponse. Pour toutes ces questions très spécifiques, hein, la formation apprend à interroger les enveloppes et le mieux, c'est de leur demander. J'aurais tendance à dire ça. Alors, Tu veux répondre ? D'abord, nous insistons fortement dans toute la formation pour vous dire ne faites pas du symptomatique, ne faites pas des correspondances entre une couleur et un problème. D'ailleurs, il y avait aussi une question, c'est est-ce que quand j'aime pas une couleur, est-ce que c'est le reflet d'une pathologie? Non, c'est le reflet d'un déséquilibre ou plutôt d'un besoin ou d'un trop-plein à un moment donné. C'est pas le reflet d'une pathologie. Donc, ne faites pas de lien couleur-pathologie. Ça, c'est les méthodes de Dr Agrapar. C'est pas du tout comme ça que nous travaillons. Nous travaillons en global. Alors, il y a deux façons d'interroger le ressenti. La première, c'est le goût des couleurs. C'est-à-dire que si vous voulez travailler sur la peau, vous pouvez vous ressentir quelle couleur vous voulez prendre. C'est vrai que le turquoise et l'écarlate, c'est des couleurs qui vont généralement bien sur la peau. Mais laquelle? Si vous choisissez entre une des deux, c'est celle que vous préférez qui va être la plus efficace. Mais on va aller au-delà de ça. Ne cherchez pas à traiter la peau. Cherchez à traiter globalement. Et le globalement, vous avez le goût des couleurs. J'aime, ça me fait du bien. J'aime pas, c'est un trop-plein, une blessure ou un blocage et je peux travailler plutôt avec la complémentaire. Quand j'aime, je travaille avec la couleur. Et puis, l'autre chose, c'est quand vous aurez avancé dans l'apprentissage, c'est utiliser complètement la perception des enveloppes. C'est le corps vibratoire connaît le chemin. Il sait par où il faut passer. Il sait quelle couleur choisir, à quel endroit. Il permet de repérer la durée. C'est tellement simple. Arrêtez de vous prendre la tête, j'ai envie de dire. Jouez avec ça comme des enfants. Vous expliquez, je l'ai dit dans la formation, expliquez à des enfants à partir de 7 ans, c'est eux qui vont vous montrer. La plupart du temps, ils rentrent dans la démarche en 10 minutes. Donc, ne vous cassez pas la tête. C'est l'une des grosses difficultés qu'on a, c'est de sortir du mental, de garder le mental simplement comme un veilleur. Une fois que vous avez appris beaucoup de choses, vous sentez les choses et vous validez que ce que vous sentez est cohérent avec ce que vous savez. Mais faites pas l'inverse. Cherchez pas à faire correspondre ce que vous avez entre les mains avec ce que vous pensez. Ça sera jamais aussi efficace. Ressentez les choses. J'insiste beaucoup. Même si vous n'y arrivez pas au départ, allez dans ce sens-là. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment la base de notre démarche. Eh bien, justement, puisqu'on parle de ressenti, je rebondis sur ma question suivante. J'arrive bien à sentir mon pouls, mais en aucun cas une variation. Comment faire pour obtenir cette fameuse variation? Alors, de mémoire, c'est pour vous entraîner, vous repérez à quel endroit se trouve l'enveloppe, avec la main, la sensation dans la main, si ça vous savez faire. À ce moment-là, vous prenez le pouls, mais vous le prenez comme je vous montre dans la formation, vous le prenez dans l'axe du pouce, là, et avec votre pouce, à vous. Ah, ça, c'est si tu prends le pouce sur une autre personne. Oui, sur le vôtre ou sur une autre personne. Si c'est le vôtre, vous prenez ici, comme je vous ai montré. Vous le sentez battre régulièrement. Une fois que vous le sentez bien, que vous avez repéré où se trouve l'enveloppe, hein, à quel endroit se trouve l'enveloppe, vous allez vous centrer, mettre votre attention sur la sensation du pouls et vous allez traverser l'enveloppe rapidement. Et vous allez juste, en étant attentif à ce qui se passe sur le pouls, mais pas dans la main, juste sur le pouls, en traversant l'enveloppe rapidement, là vous avez des chances de percevoir cette modification instantanée. Mais cherchez à repérer juste une modification instantanée. Cherchez pas si ça rebondit, si
si ça se déplace, juste une modification instantanée. Mais pour ça, il faut traverser l'enveloppe rapidement. Si vous allez doucement, vous ne sentirez pas de variation. Autant quand vous sentez à la main, vous allez doucement, autant quand vous prenez le pouls, vous allez rapidement. Et vous regardez à quel endroit la main traverse l'enveloppe. Ah, une petite pause, il paraît qu'il y a un problème technique. Ils ne m'entendent plus? Ils ne me voient plus? Ouais. Est-ce que moi je voyais là? Ouais, mais oui, on est en local, donc après il faut le renvoyer au serveur, mais il y a quelque chose qui… Tu m'entends, Karine? Moi, je t'entends toujours. Bon. Karine, est-ce que tu monitorings le final? Non. Alors, donc j'ai l'impression que le final, ça y est, c'est reparti. C'est bon? Oui, oui. Est-ce que je reprends ma démonstration sur le pouls? Bon, je reprends pour ceux qui… Donc, pour ressentir la modification instantanée du pouls, vous commencez par ressentir l'enveloppe à la main, comme ceci, et là vous allez doucement. Là vous sentez cette sensation de coton, de chaud, de froid, de fourmillement, de quelque chose qui change, hein, juste au niveau de l'enveloppe. Quand vous avez repéré l'enveloppe, vous prenez votre pouls, et là vous traversez l'enveloppe rapidement en observant à quel endroit votre main traverse l'enveloppe et en mettant votre conscience à l'endroit du pouls. Et à un moment donné, vous allez sentir, c'est un petit peu subtil au début, c'est pas toujours évident, hein, mais vous allez sentir, cherchez juste une modification instantanée. En fait, c'est l'impression que ça rebondit, que ça s'effondre ou que ça se déplace, un peu comme une extrasystole. Ne cherchez pas à savoir si c'est un rebond ou un effondrement, c'est juste une modification instantanée. Hein, donc, vous mesurez l'enveloppe à la main, vous prenez votre pouls, vous centrez sur le pouls, vous traversez rapidement l'enveloppe à la main. Voilà. Et là, vous ne vous centrez pas sur les deux en même temps. C'est impossible de sentir dans la main et au pouls en même temps. Ça, c'est illusoire. Moi, je n'y arrive pas. Pourtant, j'ai un peu d'entraînement. Merci Dominique. Je continue à voir les questions du chat. Je vois Fabienne qui nous dit « Désolée, vous expliquez trop rapidement ». Fabienne, on m'a donné effectivement beaucoup d'explications. Est-ce que vous pourriez juste me faire un petit mot pour me préciser si vous avez besoin qu'on revienne, et c'est d'autres aussi, hein, ont besoin qu'on revienne sur une partie de ce qu'on vient de se dire. Hein. Oui, ben, on est là pour ça. Hein. Également, Cyril, je ne comprends pas bien le test luminosité. Là, j'avoue que je ne sais pas de quel test il s'agit. C'est le test sur le logiciel de la… Ah, donc la personne, donc Cyril demande en gros à quoi sert ce test? Eh bien, il cherche à montrer, c'est un petit peu comme un test d'écoute, mais sur la couleur. Ça cherche à montrer un petit peu l'acuité visuelle aux couleurs. Quand est-ce que… Oui, c'est ça, c'est un test pour montrer l'acuité visuelle. Est-ce qu'on voit bien une couleur ou moins bien une autre, par exemple? Voilà, ben, plus on va mettre de temps à reconnaître une couleur par rapport à celle qui s'affiche au milieu, enfin, par rapport à celle qui s'affiche autour de celle qu'on a regardée, plus on a de mal à voir cette couleur-là, en fait, à la distinguer. Donc, c'est un petit peu, ça ne nous sert pas beaucoup pour les traitements. Nous, on s'en sert pas, mais ça peut être intéressant de voir, de voir qu'on voit pas toutes les couleurs de la même façon. On les reconnaît pas toutes de la même façon. Et l'expérience que j'ai eue avec mes beaux-parents, qui étaient tous les deux peintres, on avait regardé ce test-là avec les grands-parents, donc les personnes les plus âgées qui étaient peintres, les adultes de notre génération, je suis déjà un peu plus âgé aussi, mais il y avait 4 générations pratiquement, et les grands-parents qui croyaient tout connaître en peinture se sont aperçus qu'en fait, ils ne voyaient pas comme les enfants. Ils étaient beaucoup moins sensibles à la discrimination des couleurs que pouvaient l'être les enfants. Les enfants, ils voyaient très très vite la même couleur, alors que les adultes, et les personnes âgées, beaucoup plus de mal. C'est simplement pour montrer ça, pour montrer que l'acuité visuelle, c'est comme pour l'oreille et les sons, ça change avec l'âge. Et puis avec l'entraînement, c'est-à-dire que plus vous jouez avec les couleurs, plus vous regardez les couleurs, plus votre œil s'habitue à voir des différences. Si vous regardez pas souvent les couleurs avec attention, ben, votre œil, il perd ses capacités de discrimination. Donc, en fait, Fabienne nous disait qu'on a expliqué trop rapidement. Ça concernait la question sur le goût des couleurs. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais je pense que c'est une de tes interventions. C'était pour rappeler que le goût des couleurs est un indicateur également. Quand on est attiré par une couleur, c'est que notre corps en a besoin.
Je sais pas, Fabienne, si ça vous… En fait, on est construit sur la lumière. Et la lumière, c'est une nourriture pour le corps vibratoire. Et ça fonctionne comme la nourriture. C'est-à-dire, quand vous avez faim, vous allez chercher à manger. Et si vous êtes bien centré, vous allez choisir dans votre alimentation des choses qui vous font du bien. Évidemment, si vous êtes accro au hamburger et au McDonald's, vous n'irez pas forcément chercher ce qui vous fait du bien. Mais on s'aperçoit que si quelqu'un a fait du jeûne, par exemple, ou une monodiète, s'il a changé son alimentation, en général, quand on a faim, on va choisir quelque chose qui nous fait du bien. Hein. Et c'est une façon d'ailleurs de se traiter. Moi, j'avais des enfants, j'avais un fils notamment, quand il commençait de la fièvre, il mangeait que des poivrons, que des concombres ou que des endives. Et puis, bah, sa fièvre, elle se passait en 24-48 heures. Parce que le goût de l'alimentation lui permettait de se traiter. Eh bien, le corps vibratoire fonctionne pareil. Le corps vibratoire se nourrit de la lumière, se nourrit des couleurs. Et c'est lui qui génère et qui gère le corps physique. La façon qu'il a, le corps vibratoire, en passant par le corps physique, de repérer ce qui lui fait du bien, c'est le goût des couleurs. On est bien fait. Une couleur qu'on aime bien, dans un premier temps, nous fait du bien. Alors, on peut être intoxiqué à la couleur comme au hamburger et au McDonald's, ou à la cigarette, ou à n'importe quelle drogue. C'est-à-dire que si vous êtes, depuis que vous êtes tout petit, on vous a dit toi, tu n'es bien qu'en bleu, ben, soit vous allez vous sentir bien qu'en bleu, comme une intoxication, soit vous allez vous sentir bien que dans la complémentaire, qui est le jaune. Et si vous mettez tout le temps du bleu parce que vous dites il n'y a que ça qui me va bien, vous risquez de faire une dépression. Si vous mettez que du jaune, qui est le complémentaire du bleu par opposition, vous risquez d'avoir des problèmes digestifs. Voilà un petit peu ce qui peut se passer. Donc, quand on aime toujours la même couleur, ou qu'on n'aime pas toujours la même couleur, il y a un blocage. Parce que la vie, c'est dans le mouvement. C'est comme quelqu'un qui dirait, moi, j'aime que les pamplemousses, ou j'aime que le sucre, ou j'aime que le sel, ou j'aime que le fromage. Ou à ce moment-là, s'il y a vraiment qu'une couleur qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas, là, il y a un blocage. C'est là qu'intervient le rôle du thérapeute. Mais sinon, respectez le goût qu'on a des couleurs. Merci, Olivier. Et du coup… À votre santé. Pardon? Je disais à votre santé, j'ai bu un coup. Ah, d'accord. Et du coup, puisqu'on parle du goût des couleurs, il y a Suzelle qui nous interroge sur le daltonisme. Comment travailler avec les personnes qui souffrent de daltonisme? J'en profite pour faire un bonsoir. Excuse-moi Dominique, j'en profite pour dire bonsoir à Suzelle parce que je pense que c'est la personne que j'ai eue tout à l'heure par mail et qui nous suit depuis le Canada. Ah, je ne sais pas si elle peut nous écouter parce que normalement il est… Oui, mais il est 13h chez elle, donc voilà. Donc ça peut être bon. Alors, le daltonisme. Le daltonisme. Alors, le daltonisme, il y a plusieurs sortes de daltonisme. Il y a des gens qui ne voient pas le rouge, d'autres qui ne voient pas le vert, d'autres qui ne voient pas le bleu. Donc, et puis il y en a qui ne voient aucune des couleurs. Le daltonisme, on va avoir du mal à travailler avec le goût des couleurs. Mais on a même fait quelques expériences avec des daltoniens. On arrive à interpréter, pas très facilement, mais ils voient des différences de teinte en fonction des couleurs. Seulement, la principale façon dont nous travaillons, c'est sur les enveloppes énergétiques avec la perception intuitive, l'objectivation de la perception intuitive. Et là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire sur un daltonien, vous pouvez faire sur un animal, vous pouvez faire sur une plante, puisque c'est au ressenti. Et toute la description qui est dans la vidéo formation, c'est vraiment les bases, c'est développer ce ressenti. Travailler là-dessus, même avant d'aller plus loin, travailler sur ce ressenti. Et là, le daltonisme ne pose pas de problème. Et donc, pour continuer sur le goût des couleurs, il y a Pauline qui nous dit « J'ai une cliente qui ne porte que du noir 99% du temps. Qu'en pensez ?» Qui ne fait quoi? Elle ne porte que du noir. Alors, soit c'est culturel, c'est-à-dire que c'est parce que c'est la mode ou c'est parce que quelqu'un qui lui a dit qu'elle était très très bien en noir, ça valorise son fond de teint, enfin j'en sais pas. Là, on est dans du culturel, c'est le symbole des couleurs matière. Soit on est vraiment parce qu'elle aime le noir. Et à ce moment-là, c'est une personne qui est en deuil quelque part, c'est-à-dire qui est en train de terminer quelque chose. Elle est en train de faire le deuil de toute une histoire. C'est pas forcément le deuil de quelqu'un, mais elle est en train de terminer quelque chose avant de passer à autre chose. Ce qui serait bien, c'est quand même qu'un jour, elle commence à aimer le blanc et les autres couleurs. Sinon, c'est comme si elle s'enfermait dans un processus un petit peu mortifère. Il faut apprendre à tourner les pages dans la vie. Si vous voulez, la symbolique du noir en couleur lumière, c'est pas de couleur du tout. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas encore démarré. Mais en couleur matière, c'est toutes les couleurs, mélangées en quantité égale. Donc, c'est comme si quelque chose se terminait. En couleur matière, si vous peignez en mélangeant toutes les couleurs, vous avez du noir. Il faut attendre que ça sèche pour pouvoir repeindre avec des couleurs dessus. Donc, si on veut passer du noir dans notre histoire à autre chose,
il faut tourner des pages. C'est-à-dire qu'il faut passer à autre chose. Il faut régler les problèmes qui sont à régler et puis s'occuper de ses besoins à nouveau. C'est vraiment quelqu'un qui est enfermé dans le noir. Si c'est vraiment tout le temps, ça peut être quand même le symptôme d'une tendance dépressive. Sauf si c'est culturel. Voilà, sauf si c'est culturel parce que… Noir au Mali parce que c'est leur façon de s'habiller. Ça, on n'est pas dans le goût des couleurs, on est dans de la culture. Ou parce que chez nous, c'est censé être classe ou… Voilà. Ça, on est dans le culturel. C'est la mode. Mais encore une fois, respectez le goût que vous avez des couleurs. Si à un moment donné, elle n'aime plus le noir, cette personne, qu'elle arrête de porter du noir, qu'elle ose la couleur. Et du coup… Regardez, moi j'ai mis toutes les couleurs. On joue d'ailleurs beaucoup avec les couleurs. Nous, là, j'ai mis le pull arc-en-ciel parce que c'est un clin d'œil à Marianne Sébastien, dont je parle dans la vidéo, qui a fait sortir les enfants des mines de Bolivie en les enchantant, et puis qui a créé de l'artisanat. Aujourd'hui, ils ont créé toute une façon de travailler, ils ont créé une nouvelle société. Et la couleur fait partie de ça, puisqu'elle a introduit en Bolivie la façon dont on travaille avec les couleurs. Résultat, c'est qu'ils nous font des pulls, des couvertures de couleurs, des trucs magnifiques. Vous voyez derrière moi le cercle, ça c'est fait par des jeunes qui, on pourrait vous donner d'ailleurs par leurs coordonnées, qui font du yoga arc-en-ciel et qui fait travailler d'ailleurs aussi un autre pays d'Amérique latine, je ne sais plus lequel. Ils font des choses de tout à fait remarquables aussi. Autour de vous, nous on a fait des t-shirts en couleurs. Amusez-vous avec les couleurs. Sortez du neutre. La couleur, c'est la vie. Et puisqu'on parle des couleurs, on a parlé du noir. Hein. Une personne, Myriam, nous demande si le fait du coup de s'habiller en noir permet de mieux ressentir les couleurs. Hein. Et une autre, je suis navrée, j'ai loupé le prénom. Si Véronique nous dit, et quid du blanc? Si par exemple j'aime beaucoup le blanc, est-ce que ça veut dire que j'aime toutes les couleurs? Ah non. Alors le blanc, soit c'est culturel, c'est-à-dire c'est pareil, hein, c'est la pureté, c'est souvent signe de pureté. Je me mets en blanc parce que je veux paraître pur. Mais si c'est le goût des couleurs, c'est quelqu'un qui commence quelque chose. Et ça serait bien aussi qu'elle passe du blanc à les couleurs, oser les couleurs. Elle tout le temps en blanc, c'est comme si on n'osait pas s'avancer dans la vie en fait. D'un côté, on n'aime que le noir, c'est comme si on n'arrivait pas à tourner les pages. Et on n'aime que le blanc, c'est comme si on n'osait pas s'avancer dans la vie. C'est un peu comme ça que je le traduirais. Voilà, quelqu'un qui aime toujours la même chose, c'est quelqu'un qui est coincé quelque part. Enfin, c'est mon point de vue. Et donc pour Myriam, je ne pense pas que le fait de porter une couleur ou une autre ait un impact. Ça ne change rien dans la perception des couleurs. Qu'on porte du blanc, du noir ou toutes les couleurs, ça ne change rien dans notre façon de travailler. Je change de sujet. Pour rebondir sur les moduleurs, Dominique. Oui. Alors, les moduleurs, je reviendrai plus tard, je reviendrai juste après sur notre environnement, mais j'essaye de prendre les questions par thème en même temps qu'elles défilent. Karine nous demande comment choisir entre les couleurs et les moduleurs. L'apprentissage avec les couleurs, ça vous permet d'affiner votre perception, ça vous permet de sentir de plus en plus, tiens, je sens plutôt à tel endroit ou tel endroit. Le moduleur, ça va être beaucoup plus simple puisque vous n'avez pas besoin de chercher la couleur, vous avez juste à chercher l'endroit et l'enveloppe. Et de toute façon, même si vous vous trompez, ça ne vous ferait pas de mal parce que le corps va prendre ce dont il a besoin, harmoniser avec toutes les couleurs. Si vous n'êtes pas bien placé, il ne prendra pas grand-chose. Mais si vous êtes bien placé, progressivement, vous allez sentir la sensation dans la main plus importante et vous êtes sûr de faire que du bien. Et encore une fois, plus vous serez précis dans la position et dans les mouvements, plus vous serez efficace. Mais si vous n'êtes pas très efficace, ça vous permet de vous entraîner sans risque. Voilà, l'intérêt des moduleurs. Attention quand même, pensez aux moduleurs qui sont symétriques. Parce que les spirales, si vous les mettez dans le mauvais sens, ça ne va pas forcément être très confortable pour la personne sur qui vous faites. Par contre, que ce soit le saut de Salomon, l'hexagramme, que ce soit le triskel, que ce soit tous ceux qui sont symétriques dans ceux que vous pouvez télécharger, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun souci. Ceux qui sont en spirale, c'est plus délicat. Pour avoir, mais il faut savoir aussi,
Il y avait une autre question, je me souviens, c'est est-ce qu'une couleur peut nous faire du mal? Est-ce que si on décore sa maison dans une couleur particulière qui n'est pas bonne pour nous? Oui. Dominique, je voudrais juste finir sur les moduleurs. La question dont tu parles, je voulais te la poser juste après parce que sur les moduleurs, alors déjà, je voudrais quand même témoigner puisque j'ai été stagiaire que c'est vrai que utiliser les moduleurs facilite l'apprentissage quand il s'agit juste du ressenti et puis qu'on n'a pas à choisir la couleur. Par contre, s'entraîner avec des filtres de couleur ou du moins s'entraîner à choisir une couleur, ça me paraît indispensable dans l'apprentissage. Voilà. Passer directement au moduleur et se passer de l'étape quelle couleur ferait du bien à la personne dont je vais m'occuper, ça me paraît un peu dommage de s'en priver. Donc, les filtres de couleur, ou ne serait-ce qu'avoir une planche pour ressentir la couleur, ça me paraît une étape quand même importante dans l'apprentissage. Donc, ne pas vouloir toujours aller trop vite dans l'utilisation des outils. Et donc, toujours dans… Il faut savoir aussi, je précise que avec les couleurs indépendantes l'une de l'autre, il n'y a pas de risque non plus parce qu'on est en continu. C'est-à-dire que là encore, si vous êtes bien placé, la couleur elle va rentrer très fort et vous le sentirez assez fort dans la main ou au pouls. Si vous n'êtes pas bien placé, il ne se passera pas forcément grand-chose, mais ça va vous permettre d'affiner. Il n'y a aucun risque non plus. Vous pouvez pas. Il faudra vraiment être très très fort pour dire volontairement j'envoie une couleur sur un point d'acupuncture précis, à un endroit précis pendant une durée que je choisis mentalement pour faire des dégâts. C'est pas impossible, mais il faut vraiment le vouloir, surtout avec l'approche que je vous ai indiquée. Si vous respectez le processus, il n'y a aucun risque, ni avec les filtres, ni avec les modulors. Et Clarine a raison, franchissez les étapes une à une. Mais vous pouvez de temps en temps faire un modulor, même si vous ne maîtrisez pas le filtre, parce que ça peut vous permettre d'augmenter votre perception. Mais vous pouvez aussi augmenter la perception avec juste cette planche-là. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure. En faisant comme ça, vous densifiez l'énergie du saut de Salomon et vous développez votre sensation dans la main. Voilà, je te laisse reprendre. Toujours sur les moduleurs, du coup, je termine avec une question de Daniel. Enfin, je termine s'il n'y a plus de questions, parce qu'ensuite, on enchaînera sur l'environnement. Daniel nous demande, le moduleur, comment est-ce qu'elle doit l'orienter? Plutôt le dessin contre le patient ou dans l'autre sens? Et je pense que là, il s'agit des moduleurs qui sont donc imprimés que d'un seul côté. Ben, s'ils sont imprimés sur papier opaque, effectivement, ça n'a pas une grosse importance parce que l'enveloppe, elle fonctionne des deux côtés. Donc, en général, on fait plutôt orienter l'image vers la personne, mais ça fonctionne des deux côtés. On peut même, avec l'intention, travailler sur la troisième enveloppe en partant de la première, en inversant le processus, en faisant… Je vous avais vu que quand on met un filtre de couleur, ça élargit l'enveloppe, ça crée une sorte de tube, mais vous pouvez faire l'inverse, faire que le tube soit de la troisième vers la deuxième ou la première enveloppe. Donc les deux, ça fonctionne. Dans un premier temps, commencez par faire l'image tournée vers la personne, ça va peut-être vous simplifier les choses. Mais sinon, avec les transparents, il n'y a pas de problème. Oui. Tout ce qui est transparent, il n'y a pas de problème. Vous pouvez imprimer les moduleurs sur transparent. Il faut juste densifier assez bien la couleur. C'est une question de pratique de l'impression, ça. Donc, je change de thème cette fois-ci pour ce qui concerne les couleurs de notre environnement. Donc, on m'a demandé à plusieurs reprises si notre environnement pouvait avoir un effet délétère. Donc, ça peut être si on est, par exemple, on travaille toute la journée dans une pièce peinte de la même couleur, ou voilà. Est-ce que ça peut avoir un effet délétère? J'ai envie de dire, l'un des premiers effets qui peut être délétère, c'est la manipulation que font les publicitaires avec les couleurs pour vous faire acheter ce que vous n'auriez pas forcément envie d'acheter si vous n'aviez pas les mêmes couleurs. Donc ça, faites attention à ces manipulations-là, c'est très puissant. Après, quand il s'agit d'un logement, le mieux, c'est d'avoir des couleurs relativement neutres et puis de mettre des décorations avec des couleurs qui peuvent changer, des tableaux, des tapisseries, des choses comme ça. Mais sinon, si vous mettez une dominante de couleur dans une pièce, je vous ai expliqué aussi ça, mettez toujours un peu de la complémentaire parce que le corps vibratoire pourra comme ça se rééquilibrer. Et si vous êtes dans une maison où c'est déjà peint avec des couleurs très, très denses, toute la même couleur dans une pièce, bah, accrochez des tableaux ou des tapisseries de la couleur complémentaire et ça va atténuer. Le corps vibratoire, ça climate quand même bien, il a des capacités d'adaptation qui sont importantes. J'ai envie de dire, c'est plutôt dans l'inverse. Choisissez des couleurs que vous aimez bien et là, elles vous font du bien.
vous n'aurez pas besoin, votre corps vibratoire n'aura pas besoin de se défendre contre des couleurs dont il n'a pas besoin, il va au contraire se nourrir. Pensez la lumière comme, et les couleurs comme de la nourriture vibratoire. Donc c'est dans une pièce, une couleur vraiment dominante, c'est comme si tout le temps vous mangez la même chose, quoi. Tout le temps il faut, même si vous mangez tout le temps du riz, par exemple, avec le riz, vous mettez un coup de tel légume, un coup de tel autre légume, un coup vous mangez sucré, un coup vous mangez salé, enfin, etc. Vous pouvez varier la base. Là, dans une pièce, vous avez une couleur dominante, vous pouvez varier l'environnement autant que vous le sentez. Jouez sur les couleurs. Alors, il y a une question aussi sur un ascenseur avec un arc-en-ciel, une personne qui aurait fait un malaise. Ça paraît quand même étrange que l'arc-en-ciel ait fait ça. Peut-être que s'il était mis à l'envers ou il est travers, je ne sais pas. Moi, je penserais plutôt qu'il y a une histoire avec les champs électromagnétiques. Mais bon, là, c'est très difficile à savoir. Hein. Spécifiquement, je vois pas très bien quand même un arc-en-ciel créer un malaise. Là, ça serait bien la première fois que j'entendrais parler de ça. Ah oui, alors je ne sais pas si la personne est connectée, mais enfin pour ceux qui ne connaissaient pas sa question, là voilà, le témoignage disait dans mon bureau un arc-en-ciel a été peint avec des lumières dans un ascenseur et beaucoup témoignent de se sentir mal après avoir utilisé l'ascenseur. Donc étant donné que l'exposition est assez courte, effectivement on a plutôt pensé que ça pouvait venir de la toxicité de la lumière. Et donc, c'est une excellente transition pour la question suivante, puisque on m'a demandé, dans le cas d'un traitement à la lumière avec les lampes, peut-on ressentir physiquement un malaise? Est-ce que ça peut devenir dangereux? Alors, avec les lampes ou avec les filtres? Avec les lampes. Avec les filtres, si vous ressentez à un moment donné une sensation de malaise, il faut vraiment aller au bout du traitement. Parce que c'est qu'il y a une réaction en train de se produire. Et elle va se passer si vous allez au bout du traitement. Parce qu'il n'y a vraiment aucun risque. Là, j'ai aucun exemple de perturbation qui soit pas une aggravation provisoire avant une amélioration. Ça, pour moi, si c'est avec des filtres et des modulors, il n'y a aucun risque, je le répète. Avec les lampes, c'est plus délicat. Si vous choisissez un cycle de couleurs et que j'ai mon gendre, par exemple, il s'était endormi avec un cycle de couleur jaune. Quand il s'est réveillé après sa sieste, il était vraiment pas bien au niveau nausée, digestif. Quand il a vu que c'était du jaune, il s'est mis à la couleur complémentaire et ça s'est calmé très très rapidement. Donc les cycles de couleurs sont vraiment puissants. Là, soit vous maîtrisez bien parce que vous commencez vraiment à être dans l'apprentissage complètement, vous sentez bien les enveloppes, vous sentez bien quand la couleur a fini de passer. Et là, c'est très très puissant et vous savez vous arrêter à temps. Sinon, pour vous entraîner avec les lampes, choisissez du blanc Fibonacci. C'est toutes les couleurs qui défilent à toute vitesse avec la proportion du nombre d'or. C'est très thérapeutique et c'est beaucoup plus doux et là, il n'y a aucun risque. Le corps vibratoire, c'est comme un moduleur dans le temps. Le corps vibratoire va prendre ce dont il a besoin. Là, il n'y a pas de risque. En tout cas, pour faciliter l'apprentissage avec les lampes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'ai une question suivante que j'aurais dû te... Là, Olivier me signale qu'avec les lampes, on peut à un moment donné avoir l'impression que ça chauffe parce qu'on se donne de l'énergie importante, même si on fait que du blanc. Et de là à aller jusqu'au malaise, il faudrait vraiment être secoué parce qu'on n'était pas tellement pas bien avant que la régénération, elle secoue. Ça, c'est pensable. Encore une fois, le blanc, aucun souci. Le blanc Fibonacci, qui est toutes les couleurs qui défilent, là, il n'y a vraiment aucun risque non plus. Vas-y, je te renvoie la parole. Alors, je change de sujet concernant les correspondances et le goût de nos couleurs. Enfin non, je reviens sur un sujet précédent plus précisément. J'aurais pu la poser avant, mais je la vois que maintenant. Je m'étais noté la question suivante. Si je n'aime pas une couleur, au vu de la correspondance couleur-organe, dois-je en déduire une pathologie? Alors, voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure. Des correspondances. C'est pas parce qu'on n'aime pas une couleur que ça diagnostique une pathologie. Ça diagnostique simplement un excès de cette couleur dans le corps vibratoire et dans le corps physique. Cet excès peut être lié à une certaine forme de blocage ou à un vide d'une autre couleur. Après, c'est le traitement qui va permettre de faire l'équilibrage. Ça manifeste simplement un déséquilibre. Après, le déséquilibre, s'il persiste, peut être aussi le reflet de quelque chose qui est plus physique. Mais on a des variations dans le goût des couleurs tout le temps.
C'est la vie. C'est ce qui permet de se réguler. Vous n'aimez pas une couleur, ben vous allez vous en éloigner. Si vous n'aimez pas toujours la même couleur, il y a effectivement un blocage. Il faudra libérer ce blocage. Mais en chromobiologie, en chromothérapie, on libère assez facilement, même très facilement ces blocages. Et puis, quand ça circule bien, ben, on voit plus la personne va retrouver sa capacité j'aime, j'aime pas, de façon beaucoup plus souple. Après, si c'est toujours pareil, on va utiliser les tests des enveloppes énergétiques pour voir si ça vaut le coup d'aller plus loin pour faire des examens. Là, ça fait partie aussi de la formation. En testant sur les enveloppes, on peut dire est-ce qu'il y a un problème géobiologique, est-ce qu'il y a un problème alimentaire, est-ce qu'il y a un problème avec les médicaments, est-ce qu'il faut aller faire des examens complémentaires avec un médecin. Tout ça, on le teste quand on va déboucher sur la notion de conseil. Mais commencez déjà par les bases, par apprendre à sentir les enveloppes. Oui, tout ce que tu viens de dire, c'est dans les modules. C'est dans la partie conseil. Conseil, voilà. Mais vous ne précipitez pas dessus parce que vous n'y arriverez pas si vous n'avez pas maîtrisé la perception des enveloppes. Et même l'ensemble de la formation, elle vous prépare bien pour ce que va poursuivre aux 3 premiers stages en présentiel. Après, il y a des choses où vous n'échapperez pas à un travail en groupe avec d'autres parce qu'il faut qu'on valide, la vidéo, c'est une introduction qui vous permet déjà de vous débrouiller pour un certain nombre de choses, mais il ne faut pas quand même se leurrer, vous ne serez pas des thérapeutes en chromobiologie accomplis si vous faites que ça, c'est clair. Hein, c'est une mise en route. Je vois Sandrine qui nous demande quel est le nom de cette lumière. Sandrine, est-ce que vous pourriez préciser? Parce que là, je ne comprends pas la question. Le nom de cette lumière? Oui, elle demande le nom de cette lumière. Donc, je voudrais juste si elle peut nous préciser de quelle lumière elle parle. Parce que je ne sais pas si la question correspond. Les lumières dont on parlait, les lampes peut-être dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'elle a... Oui, ou le blanc Fibonacci peut-être. Je ne sais pas. Le mieux, c'est qu'elle nous... Oui, qu'elle précise la question. Nous précise la question. Je fais une aparté avec Fabienne qui nous dit, enfin qui ne nous le dit pas à nous directement. Merci Jean-Yves pour votre travail et vos partages. Donc effectivement, elle a vu presque tous vos films. Donc elle a vu presque tous les films de Jean-Yves. Je la rejoins effectivement. Jean-Yves a fait beaucoup de beaux travail et de beaux documentaires sur des sujets assez variés et très intéressants. Donc je la rejoins. Jean-Yves et Nathalie sont connectés d'ailleurs, donc j'en profite pour leur faire un petit coucou. Je change. Karine, on avait prévu 1 heure. Il faut voir un petit peu pour que les gens qui sont avec nous. Enfin voilà, donc je te signale. Ouais. Il n'est pas question forcément d'arrêter crack, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir besoin d'aller faire autre chose. Oui. Oui, c'est ça. Alors, j'ai presque fini. Enfin, moi, de toute manière, j'ai quasiment répondu Je t'ai posé toutes les questions du chat en direct. Donne les dernières questions et puis. Et j'ai presque fini. Alors, effectivement, Sandrine nous parle du blanc Fibonacci. Non, c'est Fibonacci. Donc, le blanc. Le blanc Fibonacci, c'est dans les appareils, dans les lampes que fabrique Olivier Goncalves, notre ingénieur, notre génial ingénieur. Il est là, il va ne pas rougir parce qu'il a un côté un peu black. C'est notre homme de couleur. Ah, j'ai pas mal enfin. Donc les lampes que Olivier a mis au point, il y a dedans un cycle de couleurs. C'est toutes les couleurs de l'hexagramme là, du cercle chromatique qui défilent à toute vitesse. C'est même plus que ces couleurs-là en fait. C'est un continuum de couleurs qui défile à toute vitesse avec la proportion du nombre d'or entre les couleurs. C'est-à-dire que c'est comme un modulor, mais dans le temps. Ça donne du blanc puisque ça va très vite. Et donc, ça fait une lampe éclairante, qui fait de l'éclairage, mais thérapeutique. Le corps vibratoire se nourrit de cette couleur, de cette lumière, comme si on faisait une perfusion de particules d'énergie colorées en parfaite harmonie avec le corps vibratoire. Comme si quelqu'un est dénutri, on lui fait une perfusion avec des compléments alimentaires complets. Là, on nourrit le corps vibratoire avec toutes les couleurs, mais sous forme de prémâché, si vous voulez, de particules. Donc ça donne du blanc, c'est éclairant, il n'y a aucun risque, ça ne peut être que régénérant et nettoyant, et donc on peut l'utiliser comme un modulor sur ces lampes-là, sur ces lampes-là, par exemple. On peut l'utiliser comme un modulor. Mais quand vous les avez en lampe, comme celle que Karine elle a derrière elle, elle a un cube
qui met toutes les couleurs aussi. Si vous mettez du blanc, ça vous fait un éclairage, mais un éclairage thérapeutique. Et nous, notre rêve, c'est que ce genre de lampe se diffuse un maximum parce que on sait que ça fait beaucoup de bien aux gens. On est dans de l'éclairage préventif, thérapeutique. Ça ouvre la conscience parce que les lumières éclairent les gens, la couleur et les lumières éclairent les gens à tous les sens du terme, pas seulement. Ça éclaire dans les 3 enveloppes. Ça éclaire le physique, ça éclaire l'émotionnel, ça éclaire le mental, ça aide à faire des prises de conscience. Donc, plus on va diffuser ce travail avec les couleurs et avec la lumière, plus on va participer à l'éveil de la conscience planétaire. Donc, allez-y, diffusez le plus possible. Parlez-en autour de vous, jouez avec les couleurs. Est-ce que tu as d'autres questions, Karine? J'en ai une dernière. Je vais juste compléter pour Sandrine. Il y a une vidéo sur les lampes dans lesquelles on donne les précisions techniques et je détaille. Il y a des commentaires qui sont incrustés dans la vidéo où on détaille ce qu'est les blancs, le blanc Fibonacci. Je rebondis sur les questions de Geneviève et Béatrice qui concernent très certainement également les lampes. Donc là, le mieux est de m'écrire et je donnerai toutes les coordonnées d'Arc-en-Ciel Innovation ainsi que la documentation pour ceux qui veulent des précisions supplémentaires. Et je propose de terminer avec une ou 2 questions. Je propose de prendre 3 questions pour finir. Donc, une question très simple. Estelle nous demande s'il fallait aller jusqu'à un certain module pour ce webinaire. Donc non, effectivement, vous n'avez pas tous la même progression. Par contre, comme on répond en live à vos questions et que certaines questions ont été posées par d'autres membres de la formation, normalement, l'objectif était de répondre à vos attentes. Donc, il n'y a pas de progression imposée. Jean-Baptiste nous demande si on voit les couleurs différemment avec les 2 yeux. Alors ça, c'est une question, j'ai pas de réponse. Je sais pas. On pourrait travailler les questions. Il peut essayer avec le test, le logiciel. Justement, l'acuité visuelle ou couleur, il pourrait tester avec chacun de ses yeux. Et puis, il nous renverrait l'information. Ça serait une recherche partagée. Et là, j'ai pas fait. Vraiment, j'ai pas fait. Mais c'est intéressant comme question parce que j'avais fait il y a quelques années des prises de sang à bras droit, bras gauche. Et on avait des taux qui n'étaient pas les mêmes à droite et à gauche. Ça, c'était troublant aussi. Avec même infirmière, même laboratoire, même dosage, on avait des taux différents. Donc, c'est possible qu'on ne voit pas de la même façon sur les 2 yeux. Comme d'ailleurs, on peut avoir des amétropies différentes. Il peut y avoir Moi, par exemple, j'ai une diplopie que je corrige. J'ai un œil qui ne voit pas comme l'autre. Donc, pour les couleurs, je pense que c'est pareil, mais je n'ai pas expérimenté. Je réponds à Karine qui demande si on peut faire la relaxation des couleurs pour enlever des blocages. Donc rapidement, Karine, puisqu'on termine là, il est difficile de répondre à des questions spécifiques parce que ça dépend toujours de la personne, du blocage, etc. Mais à la limite, adressez-moi un message et puis je verrai comment faire pour vous aider à progresser. Mais la relaxation avec les couleurs peut se faire sans avoir des blocages particuliers, exactement. Voilà. Béatrice qui nous dit « Je suis arrivée en retard, à quelle adresse peut-on vous écrire ?» Donc, soit vous utilisez l'adresse mail formation@ics.institute, soit vous utilisez les messages de la formation. Et enfin, Jean-Baptiste, oui, je ne vois pas tout à fait les mêmes couleurs avec les 2 yeux. Je vais continuer à expérimenter. Oui, en effet, il y a des ateliers, qui montrent des exercices différents en fonction de l'œil droit et de l'œil gauche. Tu en parles au début de la formation. Et je te propose une dernière question, beaucoup plus ludique, même si les autres étaient intéressantes. Pourquoi avoir créé un jeu de cartes en 7 couleurs au lieu de 12 ? Alors là, c'est très simple. C'est parce que faire un jeu de cartes en 12 couleurs, ça fait 12 x 12, 144, ça devient beaucoup plus compliqué. Par contre, dans le livre « Le langage secret des couleurs », on a le 12 x 12, 144, petite phrase qui donne la symbolique de chaque couleur dans chaque couleur. Ça, c'est dans le livre « Le langage secret des couleurs ». Je ne sais pas si on vous l'a mis dans la vidéo formation, je ne suis pas sûr. Mais on a un projet de jeu, mais pour l'instant, on n'a pas trop le temps de s'en occuper, qui reprennent ces 12 x 12 couleurs. Au départ, c'était vraiment pour simplifier les choses. Mais ce jeu de cartes
est déjà bien intéressant parce que ça permet de découvrir à la fois la symbolique des couleurs et à la fois où on en est dans ses besoins. Évidemment, 144, ça serait plus complet. Tu as fini pour les questions? Oui, je vais juste terminer, puis je te laisserai conclure, puis je te laisserai le mot de la fin. Donc pour tous les gens qui sont arrivés en retard et qui ont loupé le début, sachez que le webinaire sera disponible en replay. Dès qu'il sera disponible, je vous communiquerai le lien et puis je le mettrai en ligne sur la plateforme de la formation. Sachez également que les webinaires sont prévus normalement de manière mensuelle, mais là, on va bientôt attaquer les mois de juillet et d'août. Et donc, on va essayer de s'adapter pour éviter que la moitié d'entre vous soyez en vacances. L'objectif est quand même de répondre au plus grand nombre. Donc, on va gérer entre vos vacances et les nôtres pour continuer à pouvoir toujours être disponible pour vos questions. J'ai été ravie de faire ce webinaire avec vous. J'ai été ravie de répondre à vos questions. J'espère avoir réussi à répondre au plus grand nombre et avoir réussi à attraper les questions sur le chat au bon moment. Et Dominique, je te remercie pour ta disponibilité. Olivier, merci aussi pour ton soutien technique parce que Pas que technique. Et Xavier, parce qu'on forme une équipe. Merci à Jean-Yves et Nathalie qui étaient dans les parages pour nous soutenir. Et merci à tous d'avoir été si nombreux et de nous avoir posé des questions si intéressantes. Je te laisse le mot de la fin, Dominique. On vous redit que les instigateurs du projet, c'est Jean-Yves et Nathalie. Si on est là, c'est vraiment grâce à eux. Pour nous, ça a été une expérience extraordinaire. Et vraiment, on remercie vous tous qui êtes rentrés dans la démarche. Et puis, Jean-Yves et Nathalie, on leur doit une reconnaissance de nous avoir fait cette synthèse de nos 40 ans de recherche. C'est tout à fait fantastique. Alors, je vais finir, si vous voulez bien, avec quelques conseils. Quand vous apprenez une langue étrangère, vous répétez les choses, vous prenez le temps. Il faut du temps pour maîtriser une langue étrangère. C'est pareil, prenez votre temps. Prenez le temps de sentir les choses. Si vous ne sentez pas bien, il vaut mieux faire souvent. Par exemple, vous passez devant une plante ou devant un animal, vous passez votre main, vous essayez de sentir. Si vous ne sentez pas, ce n'est pas grave. Soyez présent à ce qui se passe et acceptez que ça prenne un petit peu de temps pour certains d'entre vous. Faites-vous aider par les enfants, je le redis, parce qu'eux, ils sentent vraiment facilement. Et vous verrez que progressivement, à un moment donné, ça va devenir tellement évident que vous pourrez même transmettre de votre côté. Et on va continuer de vous accompagner autant que possible. J'ai la chance d'avoir Karine et Olivier pour collaborer avec moi. C'est aussi une chance assez fantastique, je les en remercie. Sinon, je n'y arriverais pas. C'est clair qu'on n'arriverait pas à avancer. Donc, vous avez vraiment à votre disposition des personnes que je considère comme extraordinaires. Profitez-en. Ne vous compliquez pas la vie, c'est-à-dire, si vous sentez que c'est des choses un peu compliquées, attendez le webinaire, vous posez les questions, Karine vous répondra, Olivier vous répondra. S'ils ne savent pas, ils me demandent et puis je donne les réponses. On est vraiment là pour vous accompagner. Et encore une fois, pour créer des liens, créer un réseau de gens qui s'intéressent à la couleur. Je pense que maintenant, vous avez compris quelle était l'importance de la chromobiologie, quelle importance on pouvait lui donner. Et bien, quelque part, on compte aussi sur vous pour répandre ces informations sur l'importance de la lumière et de la couleur. Je vous remercie de toute votre participation. Et puis, je vous dis au prochain webinaire. Moi, je vous dis à bientôt parce que je suis toujours disponible pour vos questions par mail ou par les messages de la plateforme. Bonne soirée. Karine, elle a une disponibilité assez extraordinaire. Allez. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Là, vous avez Olivier qui se manifeste. Vous avez dit que c'était notre homme de couleur. Remarquable, cet Olivier. Remarquable. Allez, bonne soirée. Et pareil chez vous. Hop.